Oui, donc je vais commencer avec la première question à Marie-Mieux Robin, pour vous laisser le temps de préparer vos questions, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, la première question assez évidente, c'est quelles sont un peu les motivations de ce film, comment vous êtes mis sur ce sujet après le dernier film, je pense, qu'attendez-nous qui parle. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Oui, voilà. C'est un film pour le cinéma. Eh bien, en fait, j'avais fait donc Le Monde selon Monsanto en 2008. C'était un film et un livre qui ont fait le tour du monde. Le livre est traduit en 25 langues, c'est quand même assez rare pour un essai. Et le film, alors là, je ne sais pas combien de fois il est passé, parce que Arte m'a dit récemment que c'était le documentaire le plus piraté de l'histoire. Donc voilà, il y a des versions très improbables, en bengali, en wolof, vous voyez. Et après, j'avais fait Notre poison quotidien, qui était un autre documentaire, un autre livre. À chaque fois, c'est un film et un livre, d'ailleurs, qui élargissait le thème de l'industrie et du processus d'homologation des produits chimiques, et qui montrait le lien entre la contamination de la chaîne alimentaire, depuis le champ du paysan jusqu'à l'assiette du consommateur, et ce que l'Organisation mondiale de la santé a appelé l'épidémie de maladies chroniques évitables. Ce sont les mots employés par l'OMS. Et puis en 2011, j'ai dit c'est fini, je ne ferai plus d'investigation, c'est trop fatigant, c'est trop dangereux, à tout point de vue. Et puis en plus, c'est une période de ma vie où j'ai vraiment réalisé les grands enjeux qui caractérisaient le XXIe siècle, à savoir le dérèglement climatique. J'ai vraiment compris ce qui se préparait. Et je me suis dit, si Albert Londres, justement, était là aujourd'hui, peut-être qu'il arrêterait de dénoncer et plutôt essaierait de proposer, d'investiguer les possibles. Et ça me paraissait d'autant plus important que j'étais très inquiète, et je suis toujours très inquiète, pour l'avenir de l'humanité. Je dis bien de l'humanité et pas de la planète, parce que la planète, elle se débrouillera très bien sans nous quand nous ne serons plus là. Donc voilà comment j'ai fait une série de films qui s'appelle Les Moissons du Futur, avec Olivier de Scutter, qui était le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation à l'époque, montrant comment on pourrait nourrir le monde sans pesticides. J'ai fait aussi un autre film qui s'appelait Sacrée Croissance, qui questionnait le dogme de la croissance illimitée et montrait ce que pourrait être une société post-croissance débarrassée de l'obsession de la croissance, à travers des initiatives qui sont déjà des propositions qui vont dans ce sens. Donc c'était une période où j'avais dit j'arrête momentanément de soutenir les lanceurs d'alerte et je soutiens les lanceurs d'avenir, les deux étant complémentaires. Et puis la vie en a décidé autrement, parce que c'est ce que je raconte dans mon livre qui accompagne le film que vous venez de voir. En 2014, j'étais en train de terminer l'écriture de mon livre Sacrée Croissance, et deux Suisses particulièrement têtus ont débarqué chez moi et m'ont dit: nous avons vu Le Monde selon Monsanto et nous aimerions monter un tribunal contre Monsanto. À l'époque, je me suis dit, ils sont complètement fous, c'est absolument impossible. Et finalement, j'avais accepté d'être la marraine, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Ils voulaient que je sois la marraine, en pensant qu'avec mon carnet d'adresses, j'allais pouvoir les aider à monter ce tribunal. Et j'avais dit, il y a deux conditions. La première, c'est que ce soit des vrais juges qui siègent dans ce tribunal, parce que vous savez, dans l'histoire du droit, il y a déjà eu des tribunaux qu'on appelle les tribunaux Russell, des tribunaux très intéressants d'ailleurs, hein, créés par Russell et Jean-Paul Sartre, contre les dégâts causés par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, n'est-ce pas? Mais en général, ce sont des gens qui jouent des rôles, donc ça avait une fonction pédagogique très intéressante, mais je trouvais que le défi était c'était plus intéressant que d'essayer de convaincre les juges de siéger dans ce tribunal. Ça a été long, mais nous y sommes parvenus. Donc il y avait Corinne Lepage, qu'on aperçoit dans ce film aussi, hein, qui était dans le comité juridique, Olivier de Scutter, donc, qui est un juriste international. Il y avait tout un collectif. Et la deuxième condition que j'avais posée, j'avais dit, il faudrait des vrais juges, des vraies victimes, des vrais experts, un vrai argument juridique qui puisse permettre partout dans le monde, c'est ce qui se passe d'ailleurs, on en parlera peut-être après, à des avocats, à des collectifs humains, de s'emparer de tout ce travail qui a été fait pour pouvoir lancer des procédures dans leur pays. Et la deuxième condition, c'est que j'avais dit, j'aimerais que ça contribue à une reconnaissance d'un nouveau droit, d'un nouveau crime, qui est le crime d'écocide. 2014, pour ceux qui ont suivi un petit peu peut-être, il y avait une initiative citoyenne européenne qui avait été lancée
à l'instigation de End Ecocide on Earth, qui est un mouvement planétaire pour la reconnaissance du crime d'écocide. J'avais été l'une des marraines avec d'autres, il y avait Nicolas Hulot, il y avait un certain nombre de personnalités à avoir soutenu cette initiative. Et donc voilà. Et voilà comment je me suis donc finalement retrouvée embarquée dans une investigation, parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à travailler sur le tribunal, je me suis dit, il faut faire un film. C'était 2015, c'était l'année où, donc, comme on le voit dans le film, l'Europe devait autoriser le glyphosate, et là, ben voilà, j'ai plongé 2 ans. 2 ans dans ce sujet. Ouais. Bah, vous avez bien fait de relater. Et je dis de nouveau, c'est la dernière fois, je dis c'est la dernière fois. Moi, si j'ai choisi ce métier de journaliste, j'étais jeune et très prétentieuse. Je voulais changer le monde. Voilà. C'est clair, comme ça au moins, voilà. Et donc, moi, ma préoccupation, le fil conducteur entre tous mes films, alors, en fait, j'ai 200 œuvres déclarées à la SCAM, donc c'est, vous voyez, des documents qui sont documentaires plus ou moins longs, il y en a 200. Le fil conducteur entre tous, ce sont les droits humains. Et finalement, ouais, à partir de 1986, où j'ai commencé à faire des films, je suis allée beaucoup en Amérique latine, donc il y avait Voleurs d'organes, mais j'ai eu plein d'autres films, j'ai fait plein d'autres films. J'ai fait beaucoup de films sur les femmes, de toutes les manières possibles, imaginables, le droit des femmes, les enfants, les victimes des dictatures. Et très logiquement, la question de la nourriture et de qui contrôle les semences est une question de droit de l'homme fondamentale. Parce qu'évidemment, qui contrôle les semences contrôle le monde, c'est une vérité absolument évidente pour moi. Et il se trouve aussi que j'ai une sensibilité très particulière pour les thèmes agricoles, parce que je suis moi-même née sur une ferme, je suis fille de paysan. Je dis bien paysan, pas agriculteur. Et donc, je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson, vous voyez. Et c'est un thème que je connais très très bien. Mon père ayant lui-même participé à tout ce développement du modèle agro-industriel après la Seconde Guerre mondiale. Et je précise qu'après la sortie de mon film et de mon livre Le Monde selon Monsanto, mon frère, qui avait repris la ferme familiale, m'a appelé et m'a dit on passe en bio. Ça a été un électrochoc dans la famille. Et la ferme est maintenant bio. Enfin, en 2015, donc j'étais en pleine enquête sur Monsanto, et surtout sur le Roundup. Voilà, parce que le premier film, c'était vraiment toutes les activités de Monsanto. Et l'ambassade de France à Washington m'a invité pour faire une tournée pour la sortie d'un film qui s'appelait donc Sacrée Croissance, qui a été passé aux Nations Unies, et la sortie de mon livre Our Daily Poison, notre poison quotidien aux États-Unis. Donc ils m'ont fait une tournée dans 5 universités américaines et l'ONU, et notamment l'université de St. Louis dans le Missouri. Vous voyez, c'est là où siège Monsanto. Et évidemment, j'avais fait un exposé centré sur le glyphosate à l'époque, dans une université où, comme ce soir, il y avait voilà, à peu près le même nombre de personnes, mais dans l'assistance, il y avait 2 représentants de Monsanto. Et c'était 15 jours après que le cirque, vous avez vu dans ce film, avait donc classifié le glyphosate comme cancérigène probable pour les humains. On en parlait beaucoup. Hein. Et donc, comme ces 2 messieurs s'étaient présentés officiellement en disant « nous sommes des représentants de Monsanto », eh bien, le public a posé des questions. Et moi, je suis allée les voir aussi à la fin, et j'aurais dit, on a fait un échange de cartes, moi j'avais fait un film, et j'aimerais bien revenir à Saint-Louis pour interviewer des représentants de Monsanto. Mais oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je raconte dans mon livre tout ça. J'ai écrit à ces 2 adresses mail que j'ai précisément conservées, n'est-ce pas, ces 2 cartes de visite, et on m'a répondu comme 8 ans plus tôt qu'on ne m'accorderait aucune interview. Et je n'ai pas été surprise. Parce que vous savez, Monsanto, ils n'aiment pas les journalistes. Déjà, moi, ils ne m'aiment pas du tout maintenant. Hein. Ça, je n'en cacherai pas. Mais même, ils n'aiment pas les journalistes qui ont des questions précises à poser. Non, mais ça, c'est pas, en revanche, c'est pas un gag. C'est-à-dire que si vous voulez faire partie de ce qu'ils appellent le tour, vous voyez, vous inscrivez sur une liste, on balade dans un bus. J'ai des collègues qui ont fait ça. Hein, et puis, on balade. Quelqu'un de la communication vous dit enfin, voilà. Alors, ça, on peut le faire, mais moi, à chaque fois que j'ai des questions précises à poser, parce que je les pose, je devrais aborder telle question avec tel représentant de Monsanto, pas n'importe qui, pas un DIRCOM, pas quelqu'un de PA, pas Nicolas Chinois, eh bien là, ils ne veulent pas. Donc voilà. Alors, j'ai gardé ces mails,
Voilà. Mais il faut savoir que ça n'a rien à voir, mais en même temps, pourquoi ça me vient à l'esprit? Moi, j'ai porté plainte contre Monsanto parce que et le parquet de Paris a retenu ma plainte là récemment parce qu'ils ont piraté ma boîte mail et j'en ai les preuves. Donc, ça va être sympa. Ils sauraient de très près ce que je fais, mais ils ne veulent pas me rencontrer. Enfin, en tout cas, devant une caméra. Hein. Alors, le Sri Lanka a toujours d'énormes pressions. D'ailleurs, quand je suis arrivée au Sri Lanka pour filmer, j'avais rendez-vous avec un moine bouddhiste qui est député et qui avait mené la campagne contre le glyphosate avec les scientifiques qu'on voit notamment dans le film et les agriculteurs. Enfin, il y a eu un gros mouvement et en fait, il y a eu peu de temps avant des élections présidentielles et le nouveau président a été élu grâce à cette coalition et l'une des conditions c'était l'interdiction du glyphosate. Et moi, quand j'arrive, j'avais rendez-vous avec ce moine, je raconte ça dans le livre aussi. Et il m'a dit il faut faire une conférence de presse, il faut absolument que tu parles aux journalistes. Alors moi j'étais là pour le filmer et je me retrouve dans une conférence de presse. Et parce que le ministre des Plantations, alors le ministre des Plantations c'est sous-entendu de thé, le Sri Lanka c'est Ceylan en fait, ils utilisaient énormément de glyphosate dans les plantations de thé, mais ça c'est partout dans le monde. Hein. C'est vrai pour le café et c'est vrai pour le thé. Donc petite parenthèse, buvez du thé, du café bio, franchement. Sinon, c'est bourré de glyphosate. Et toutes les études le montrent. Hein. Donc, le ministre avait déclaré tout seul dans son coin, sous la pression des grands planteurs de thé, qu'il allait autoriser de nouveau l'importation de glyphosate, d'herbicides à base de glyphosate, uniquement pour le thé. Le président, à l'époque, à ce moment-là, était à New York pour une réunion, donc il y a eu toute une histoire qui a duré 24 heures. Alors moi, je suis venu parler à la presse, j'avais laissé Le Monde sur le Monsanto, le film. Il y a eu une réunion d'urgence qui a été faite avec le président depuis New York, etc. Et finalement, ils ont maintenu l'interdiction, mais les pressions sont très fortes. Voilà. Mais ils tiennent bon pour l'instant. Le deuxième pays qui a interdit définitivement le glyphosate et les herbicides à base de glyphosate, c'est le Salvador, qui a en fait le même problème qu'au Sri Lanka, pas dans des plantations de riz, mais dans des plantations de canne à sucre, avec les mêmes caractéristiques de l'eau qu'au Sri Lanka, c'est-à-dire une eau dure, comme on dit en français, une eau lourde, hard water, l'eau dure en français, hard water, donc même caractéristique très, très chargée naturellement en magnésium, etc. Et même maladie rénale, on trouve la même chose au Nicaragua, aussi dans les plantations de canne à sucre avec des caractéristiques particulières, hein, parce que vous avez compris, hein, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent cette maladie rénale. Mais comme le dit très bien Chana Jayasumana, s'il n'y a pas de glyphosate, il n'y a pas de maladie. Et dans une région d'Inde, où on produit du thé, même caractéristique d'eau, et même maladie rénale. Donc, et ils ont d'ailleurs récemment, ces 4 pays, fait un colloque sur la maladie rénale, et en lien avec le glyphosate. Donc pour l'instant, il y a 2 pays qui ont interdit complètement le glyphosate. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ceux qui ont manifesté sur les Champs-Élysées, vous vous souvenez peut-être à l'automne, c'était des grands céréaliers de la Beauce qui ont de très grandes fermes et qui utilisent du glyphosate parce que ça coûte pas cher. Et je précise au passage que ce ne sont pas eux qui passent les produits d'ailleurs. Voilà. Mais je comprends par ailleurs, alors voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est une chose. Je comprends par ailleurs qu'un certain nombre d'agriculteurs qui utilisent ce produit, comme l'a fait mon frère avant mon film Le Monde sur Monsanto, soient inquiets à la perspective d'une interdiction. Parce que, si vous voulez, le glyphosate, c'est vraiment le symbole de tout un modèle agro-industriel. L'interdire, moi j'ai dit à Nicolas Hulot, bon, ça a été dit dans la presse que je l'avais rencontré, c'est vrai, parce que c'est lui qui a préfacé mon livre Le Monde sur le Monsanto, je le connais assez bien, il a vu ce film avant tout le monde, il a lu le manuscrit avant tout le monde, et on a beaucoup parlé de glyphosate. Il faut bien comprendre une chose, c'est que il faut l'interdire, ce glyphosate, mais en même temps, selon le mot, vous voyez, très à la mode là, en même temps, il faut proposer des alternatives, on les connaît les alternatives, c'est ça en fait. Et on sait très bien comment faire. D'abord, il y a plein d'agriculteurs dans notre pays qui n'utilisent pas le glyphosate et qui s'en sortent très bien, n'est-ce pas? Mais si vous interdisez simplement et vous ne proposez rien, c'est-à-dire une véritable transition et un soutien à la transition, eh bien, évidemment que ces agriculteurs ont peur. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. Quand mon frère décide de passer en bio, mon frère, c'était un pur produit du modèle agro-industriel. Il avait fait
toute la formation agricole jusqu'à ingénieur agronome, et il me dit, moi je connaissais le nombre de litres de produits qu'il fallait par hectare, mais je connaissais rien à la vie du sol, par exemple. Il m'a dit, il faut tout réapprendre, tout. C'est un autre métier. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut une vraie politique de soutien à la transition. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'étais très déçu, je l'ai dit publiquement, que finalement, eh bien, on soit revenu sur la position qu'avait eu Ségolène Royal 2 ans plus tôt, qui avait quand même été très ferme et avait dit nous nous opposons à toute réautorisation du glyphosate, en nous alignant sur la position du cirque. Nicolas Hulot avait d'abord annoncé fin août qu'il ferait pareil, puis finalement, après une tergiversation, là, vous connaissez l'histoire, on a une espèce de compromis qui est ridicule, de maintenir 3 ans. Et en disant, en plus, qu'on va en sortir avant 5 ans, on attend de savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'on va pouvoir sortir de ce glyphosate. Mais si vous voulez, le problème, c'est aussi autre chose. Je n'arrête pas de le dire, et je l'ai dit récemment, il y a 8 jours, j'étais au Bundestag, à Berlin, invité par les parlementaires allemands pour faire un exposé sur le glyphosate. Et j'ai dit la même chose que j'ai dit à l'Assemblée nationale quand j'ai présenté le film, ou au Sénat, où j'ai présenté aussi, et au Parlement européen. Donc, vous voyez, ce film a été vu dans des institutions importantes, quand même. Je leur ai dit, il ne s'agit pas de se dire quel produit on va trouver pour remplacer le glyphosate. Parce qu'on n'en sort plus, vous voyez, il faut sortir de cette logique. Pourquoi est-ce que Monsanto met le Roundup sur le marché en 1974 ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'avant, pendant 30 ans, on utilisait un herbicide qui s'appelait le 2,4,5-T, qui était l'un des composants de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, d'ailleurs, mais c'était d'abord un herbicide, voilà, et qui finalement va être interdit parce qu'il était contaminé par de la dioxine, qui était produite pendant son processus de fabrication, ce qui a fait d'ailleurs que l'agent orange, qui comprenait deux herbicides, le 2,4,5-T et le 2,4-D, qui lui ne contenait pas de dioxine, eh bien, continue de provoquer aujourd'hui des malformations congénitales au Vietnam. Enfin, j'ai déjà raconté tout ça dans Le Monde sur Monsanto. Eh bien, on l'a interdit, mais avant de l'interdire, on a attendu qu'il y ait un produit qui le substitue, et c'était le Roundup. Et c'est exactement la... Vraiment. Alors, est-ce qu'on est en train de faire la même chose ? C'est-à-dire de dire aux agriculteurs, attendons le prochain produit, et dans 20 ans, nos enfants ou petits-enfants diront non, écoutez, on va aussi l'interdire celui-là parce qu'on aura fait combien de morts aussi, comme avec le glyphosate, et combien de malades, vous voyez ? Donc, c'est vraiment le moment, et c'est pour ça d'ailleurs que cette bataille a été très très forte autour du glyphosate. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'évaluation des produits chimiques. Une telle résistance, alors, aussi autant de manœuvres, autant de mensonges. On parle aussi de fraude scientifique de la part des autorités européennes, c'est pas rien, et je suis d'accord. L'Europe aurait dû proposer l'interdiction du glyphosate. En ne le faisant pas, elle a violé ses propres règles. Et les règles disent que pour un produit chimique qui rentre dans l'environnement, si au moins 2 études indépendantes montrent qu'il est cancérigène, on doit l'interdire tout simplement. Donc, mais on voit bien qu'on était en face aussi d'un symbole, d'un modèle, dont il va falloir sortir parce que la facture sanitaire environnementale est beaucoup trop élevée, et en plus, ce modèle n'a pas rempli les promesses qu'on avait faites à mon père, par exemple, quand il a repris la ferme de mon grand-père et qu'il est passé au modèle agro-industriel. Il a dit on va nourrir le monde. Ben non, on n'a pas nourri le monde. Parce que ceux qui disent qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, ils ont oublié de dire qu'on ne nourrit pas non plus avec les pesticides, malgré les milliards qui ont été investis dans ce modèle. Donc, moi j'ai vu à travers les moissons du futur, eh bien on peut nourrir le monde avec un modèle agroécologique, biologique, fondé sur une agriculture à taille humaine, pas ces grandes extensions de monoculture qui nourrissent en particulier les animaux, les élevages intensifs, à condition évidemment de changer de mode d'alimentation, etc. Donc voilà. Est-ce que le gouvernement va avoir le courage maintenant, parce qu'ils ont dit qu'on allait sortir du glyphosate avant 5 ans. Eh bien moi je dis ton tact, et quoi ? On fait quoi ? Et pour l'instant, moi je n'ai rien vu venir, n'est-ce pas ? Alors la semaine prochaine, je suis auditionnée au Parlement français, parce qu'il y a une commission qui a été créée, j'ai présenté ce film en avant-première, à l'invitation d'ailleurs de La République En Marche, juste avant que le film sorte sur Arte. Et là, ils ont créé une commission. Bon, dommage qu'il n'ait pas créé avant la réautorisation, enfin bon, voilà. Et j'y vais la semaine prochaine, je vais dire la même chose, je vais ce que je viens de dire ici. Il faut avoir le courage maintenant de dire stop, mais en disant ça aussi, avec le courage de lancer une vraie politique de transition. Voilà. Alors donc, les juges ont donc rendu une opinion juridique d'autorité, c'est comme ça qu'on appelle ça,
dont le modèle, c'est les avis juridiques rendus par la Cour internationale de justice de La Haye, pas la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice à La Haye, il y a 2 institutions judiciaires de portée universelle, qui sont donc des avis non contraignants, évidemment. Alors, ce procès, de toute façon, ne pouvait pas rendre ni de verdict, ni d'avis contraignant. Mais un avis juridique d'autorité qui est fait par des juges fondés juridiquement. Ils ont vraiment passé 6 mois à examiner tous les textes existants pour voir donc si Monsanto agissait conformément aux différents textes en vigueur. Eh bien, en ce moment, et en plus de tout ce qui a été accumulé par les témoins, les victimes, toutes les études scientifiques, etc., fait qu'aujourd'hui, donc, Sabine Grattalou, la maman française, avec maître William Bourdon, a porté plainte. C'est une première au monde. En Argentine, un collectif de mamans qui ont les enfants nés avec des malformations congénitales est en train de se créer pour pouvoir envisager de porter plainte également. Alors aux États-Unis, la plainte qui a été déposée à l'époque, ils étaient 1000 agriculteurs, comme on le voit dans le film. Aujourd'hui, ils sont 3500, donc c'est une action groupée. Uniquement des agriculteurs et jardiniers qui ont utilisé du glyphosate et qui ont développé un lymphome non-Hodgkinien, précisément ça, pas d'autres maladies, ça. Et au Sri Lanka, ils sont en train de voir comment aussi s'organiser pour porter plainte, tous ces paysans malades et leurs familles. Voilà. Alors, pour l'instant, on est dans une situation assez paradoxale en France. Depuis janvier 2017, les collectivités territoriales n'ont plus le droit d'utiliser du glyphosate pour désherber les cimetières, les cours de récréation et les trottoirs. Donc, quelque part, c'est bien qu'on reconnaît que cette molécule est dangereuse. À partir de janvier 2019, les particuliers n'auront plus le droit d'utiliser les herbicides à base de glyphosate et toutes catégories de pesticides chimiques, n'est-ce pas ? Voilà, et c'est quand même assez paradoxal de se dire, finalement, il n'y a que les agriculteurs qui ont le droit de s'empoisonner, vous voyez, et de nous empoisonner. Parce que une chose que je ne dis pas dans le film, mais que je dis dans le livre, il faudrait quand même que vous sachiez une chose. C'est dit un peu rapidement, on s'en doute, mais voilà. Moi, au printemps dernier, j'ai participé à une petite étude faite par Génération Future, une ONG qui mène un très beau travail très sérieux sur ce thème des pesticides. Et elle a demandé à 30 personnalités, il y avait Delphine Bateau, Émilie Loiseau et moi-même, de pisser dans un flacon pour qu'on voit, mesure les résidus de glyphosate. On a dû envoyer nos flacons, enfin c'est pas nous qui l'avons fait, mais Génération Future, à Leipzig, parce qu'en France nous n'avons pas les moyens de détecter le glyphosate. C'est une molécule extrêmement chère à détecter, donc on ne la cherche pas. D'accord ? Ni dans l'eau, ni dans l'air, ni dans les aliments. Pardon ? Même pour des raisons médicales ? Même pour des raisons médicales. Ouais. C'est extrêmement cher, donc il faut aller envoyer ça à Leipzig. Et donc, résultat des courses, je raconte ça dans le livre, tout le monde, tous nous avions des résidus de glyphosate dans nos urines, à un taux en moyenne 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Et que dans les urines, alors que c'était déjà une partie de ce qui est excrété. Donc, moi j'étais dans la fourchette basse, la pauvre Delphine Bateau, elle était complètement là, comme ça, parce qu'elle me dit, bah ouais, je mange à la cantine de l'Assemblée nationale, et voilà. Alors moi j'étais dans la fourchette basse parce que je mange bio à la maison, mais qu'à la maison. Parce que quand je sors, bah, évidemment, je suis pas non plus complètement, voilà. Il y en a qui ne veulent pas manger du tout, mais moi je mange quand même, et c'est pas, voilà. Et si vous prenez une étude sur une cohorte beaucoup plus grande, parce que cette petite étude avec 30 échantillons a confirmé une étude sur une cohorte de 2000 citoyens allemands, publiée en Allemagne. Ils avaient tous la même chose. Tout le monde avait du glyphosate dans les urines à des taux à peu près similaires à ce que je viens de vous dire. Certains 80 fois supérieurs à ce qui est autorisé dans l'eau. Et les enfants étaient particulièrement touchés. Les gros mangeurs de viande, parce que quand on mange beaucoup de viande, on mange de la viande qui vient des élevages industriels qui sont tous bourrés de glyphosate, hein, parce qu'ils sont tous nourris avec du soja transgénique bourré de glyphosate. Donc les mangeurs de viande extrêmement chargés. Ça confirme une étude faite aux États-Unis. Donc nous sommes tous imbibés de glyphosate. Et c'est grave parce que vous avez vu, c'est un chélateur de métaux, c'est un antibiotique, c'est ce que je vais dire la semaine prochaine, je vais encore insister là-dessus auprès des députés. Parce que moi j'ai dit que c'est un grave problème de santé publique, le glyphosate. Et quand on sait que la communauté européenne a établi une liste de 378 aliments qui sont susceptibles de contenir des résidus de glyphosate, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Donc
C'est une molécule omniprésente qui agit de plein de manières différentes, ce qui est très rare pour un produit chimique, parce que c'est à la fois cancérigène, perturbateur endocrinien, donc ça agit comme une hormone de synthèse à très faible dose, tératogène, antibiotique, chélateur de métaux, vous vous rendez compte. C'est pour ça que je dis que c'est l'un des poisons les produits chimiques les plus toxiques jamais inventés par l'homme, et que c'est un problème de santé publique bien plus grand que celui de l'amiante, parce qu'on est tous concernés. Et là, pour l'instant, on a beaucoup de mal à faire entendre ça, y compris auprès, par exemple, de la ministre de la Santé, qui ignore totalement, comme l'EFSA, que c'est un antibiotique, par exemple. Donc, si nous avons tous des résidus de glyphosate dans notre organisme, nous avons donc tous les résidus d'un antibiotique à large spectre, donc ça contribue évidemment à ce phénomène inquiétant de la résistance aux antibiotiques, par exemple. Et si vous lisez mon livre, vous verrez, aux États-Unis, plusieurs études ont établi un lien entre l'explosion de l'usage du glyphosate dû aux OGM, bien sûr, qui est partout dans l'eau, dans l'air, tout ça a été mesuré voilà, dans les aliments, et un certain nombre de maladies chroniques qu'on retrouve chez les humains et qui sont en pleine expansion. La maladie qu'on dit du foie gras, qui est de la stéatose non hépatique, ça veut dire qui peut être une condition qui mène à une cirrhose non alcoolique, et qui est très courante des deux côtés de l'Atlantique. La maladie de Crohn, la maladie de l'intestin poreux, de plus en plus fréquente. Et j'ai même filmé à Chicago, je raconte ça dans le livre, un colloque sur l'autisme. Ils ont établi un lien aussi entre le glyphosate, qui serait un cofacteur, évidemment c'est pas le seul, de la maladie, de cette maladie. Voilà. Donc ça nous concerne tous, et il faut vraiment qu'on se mobilise, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on trouve ça dans notre assiette, quoi. Et ce que dit, j'ai vu que tout le monde a rigolé là, quand l'éleveur de porc a dit ce que mangeaient mes cochons c'était inférieur à ce que les Européens ont dans leur assiette. Il a raison. Nous avons des doses bien plus élevées dans nos aliments que ces cochons. Parce que ces cochons, ils ne mangent que du maïs, du soja transgénique. Mais nous avons dans les salades, dans les lentilles, dans le pain. Il faut savoir par exemple que le glyphosate est utilisé pour assécher les grains de blé avant la récolte, ou assécher les lentilles avant la récolte. Alors, Génération Future a fait une nouvelle étude en prélevant les aliments et en mesurant les effets de glyphosate dans les aliments. Ils ont constaté par exemple que les lentilles étaient bourrées de glyphosate, et c'était parce qu'en fait, une grande partie des lentilles sont importées du Canada, et au Canada, systématiquement, la veille de la récolte, on arrose de glyphosate pour assécher les grains et permettre de faciliter la récolte. On fait ça avec le blé aussi, on fait ça avec le tournesol. Donc, c'est vraiment un problème de santé large, public très très large. Finalement, quand ce tribunal s'est constitué, on s'est dit c'est un symbole. Voilà. Donc, toute la réflexion qu'il y a derrière la création de ce nouveau crime est la suivante. D'abord, nous nous sommes dit, et nous sommes nombreux, des juristes, des militants des droits de l'homme, etc., le raisonnement est le suivant. Au XXe siècle, nous avons eu les grands criminels de sang, n'est-ce pas, avec cette tragédie absolument unique dans l'histoire qui a été l'extermination des Juifs d'Europe. Ce qui fait que, lors du procès de Nuremberg, eh bien, on a créé un nouveau crime pour faire face à ce défi, qui était le crime contre l'humanité. Donc nous disons au XXIe siècle, il y a des crimes environnementaux qui sont des crimes d'inhumanité, a dit une fois William Bourdon qui a été auditionné au tribunal, il n'est pas dans le film, mais voilà, et je trouve que c'est assez juste, donc qui provoquent le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, la pollution sous toutes ses formes, etc. etc. Donc nous avons besoin d'un nouvel outil juridique qui permette de faire face à ce nouveau défi, et qui aurait aussi l'avantage de pouvoir poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui en seraient coupables. Parce qu'aujourd'hui, quand on est victime de Monsanto, si on a le temps, l'argent et le moyen, vous avez compris dans ce film, toutes ces victimes qui sont venues du monde entier, elles avaient en commun qu'elles avaient envie de venir à La Haye pour enfin qu'on les écoute, parce que sinon c'est absolument impossible de faire un procès contre Monsanto. Le seul cas que je connaisse, et bien, c'est le cas de Paul François, le céréalier de Charente, dont j'avais révélé l'histoire dans Notre Poison Quotidien, en 2011, et qui s'est battu et qui est maintenant en cassation. Vous voyez, c'est vraiment un parcours du combattant absolument terrible. Donc voilà. Mais si on s'estime victime de Monsanto, c'est ce que fait Paul François, c'est un procès au civil
pour demander des réparations pour le dommage subi. Mais vous ne pouvez pas envoyer en prison les dirigeants de Monsanto, même si vous pouvez prouver qu'ils savaient que le produit était toxique. Hein. Donc il y a vraiment clairement là un vide, enfin voilà, dans le droit, et donc l'écocide, s'il était reconnu, permettrait de remplir ce vide et de pénaliser les crimes contre l'environnement. Alors on en est où? On en est que l'idée donc c'est que ça soit reconnu comme un nouveau crime et que ça intègre le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale de La Haye, qui pour l'instant n'a dans son mandat que 4 crimes, hein, donc ils sont nommés dans le film, hein, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression. Ce serait le 5e crime en temps de paix hein, qui pourrait être reconnu. Alors pour ça, il faudrait qu'au moins un État en fasse la demande auprès du secrétaire des Nations Unies pour demander une réforme du statut de Rome qui permette d'inclure ce crime. Alors aux dernières nouvelles, le Costa Rica était partant, mais on essaie d'obtenir plus, ce mouvement End Ecocide on Earth essaie d'obtenir plusieurs États, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on y arrivera. Alors après, il y a toutes les limites de la Cour pénale internationale que vous connaissez. Mais enfin, vous savez, dans ces grandes causes humanitaires et les droits de l'homme, les progrès sont lents, mais voilà, il faut prendre son mal en patience. Et moi, ce qui m'inquiète simplement, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Puis tout ce qui se prépare là, voilà.